Je vais vous introduire les thématiques là, de ces 2 journées. Il y a aujourd'hui et puis la semaine prochaine, offensive pour l'égalité. Et c'est une introduction qui est aussi au nom de cette commission qui a organisé les assises, qui est une commission qui réunit des chercheuses, des chercheurs et des représentants d'associations qui font partie du conseil d'orientation de l'Institut Émile du Châtelet. Donc ces assises, comme vous l'a rappelé Catherine, ce sont les 7e de l'Institut Émile du Châtelet. Et depuis le début, l'IEC s'interroge sur les dynamiques égalitaires dans des domaines variés, le travail, l'éducation, la sexualité, le féminisme, la culture. Et on aurait pu tout à fait choisir de continuer d'explorer d'autres thématiques qui nous tiennent à cœur, mais nous avons souhaité nous focaliser plus spécialement sur la récente actualité, notamment ce ciblage des courants religieux et des courants droitiers d'extrême droite autour de la notion de genre et d'égalité sexuelle qu'elle recouvre. Donc notamment, bien sûr, autour de la polémique du mariage pour tous, comme on l'a vu encore hier. Donc on a tout entendu sur la prétendue théorie du genre et ses effets délétères. Et ce discours, rappelons-le, a été quand même mis tout d'abord au point par les responsables catholiques de la doctrine de la foi dans la préconférence mondiale de Pékin 1995. Donc c'est une stratégie à très très long terme et qui a pris finalement depuis peu dans l'opinion publique à partir de 2010 et à l'occasion des querelles autour des manuels scolaires, à laquelle l'IEC a, avec d'autres, répondu notamment par une pétition. L'opposition politico-religieuse au mariage pour tous, là, en 2013, a donné une nouvelle audience à cette stratégie contre la soi-disant théorie du genre et lui a donné aussi une audience nouvelle avec notamment ces rumeurs les plus invraisemblables à propos des ABCD de l'égalité et de l'éducation sexuelle à l'école. Donc la vote de la loi de mai 2013 n'a pas mis fin à cette mobilisation et les attaques racistes, sexistes et contre la théorie du genre, soi-disant théorie du genre, redoublent d'ardeur. Donc une tâche nous attend, ça c'est certain, celle de mieux comprendre les méandres de cette pensée anti-genre, de ce courant conservateur qui se veut au-dessus des partis. Il nous faudra, et il nous faut déjà, saisir les conditions d'émergence de ces courants, les différents acteurs et actrices qui l'animent, notamment dans la jeunesse, ses formes politiques, ses usages populistes. En fait, dans la lignée des travaux sur l'antiféminisme qui ont déjà été menés, on a déjà été plusieurs à repérer cette peur de l'indifférenciation des sexes qui marque toute l'histoire de la dynamique égalitaire depuis déjà la Révolution française, puisqu'à chaque fois, l'argument qui était avancé contre l'égalité des sexes était l'idée que ces avancées ou la reconnaissance, par exemple, des femmes auteurs et créatrices provoquerait l'indifférenciation des sexes. C'était ce qui a été répondu aussi face aux demandes d'égalité dans la famille ou au droit de vote des femmes ou à leur accès à des professions de prestige dites masculines. C'est aussi l'argument pour s'opposer à la démocratisation de la sexualité et de l'intime, à l'appropriation par les individus des moyens d'épanouissement, de subjectivation, portés notamment par le féminisme, hors des schémas androcentrés et des idées préconçues d'hétéronormativité. Donc cette peur de l'indifférenciation des sexes est sans cesse, donc c'est un vieux refrain qui est réinventé aujourd'hui, et donc il nous faut mieux comprendre encore ce discours et comprendre les logiques de ces discours, des stratégies de construction de ce nouvel ovni qui est la théorie du genre, et comprendre pourquoi en France le gouvernement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, a jugé bon de reculer sur le projet de réforme de la famille ou sur la PMA, alors que d'autres législations, en Belgique, on aura l'occasion d'y revenir, sont par exemple beaucoup plus ouvertes. Donc dans ce contexte de réaction, c'est un contexte plus général de réaction à l'utopie de la libération qui a sous-tendu les mouvements féministes et les mouvements gays, lesbiens et trans, et plus généralement un contexte de réaction aux utopies des années 1968, accusées de tous les maux. Et le bon ordre des sexes
et implicitement des sexualités, revient comme une priorité sur un agenda du catholicisme identitaire et du bloc identitaire. Et relevons que cette forme de mouvement identitaire se fonde de plus en plus sur l'exclusion d'autres identités ou d'autres et dans la stigmatisation de l'autre. Donc au sein de ce débat, et vous êtes très nombreux, très nombreuses à l'avoir remarqué, les études de genre sont suspectées de n'être que des pourvoyeuses d'idéologies antifamiliales. Elles sont accusées d'être illégitimes dans le champ scientifique. Et rappelons que l'établissement d'une commission parlementaire a été demandé, non accepté, mais a été quand même demandé à l'Assemblée nationale pour vérifier la scientificité de ce champ. Je crois qu'il n'y a guère d'exemple, sauf peut-être dans les années très noires de notre histoire nationale, où un champ scientifique puisse être montré du doigt de cette façon-là, alors qu'il est internationalement reconnu et que par ailleurs l'Institut Émile du Châtelet, mais aussi l'Institut du genre porté par le CNRS et l'université, qui vient de monter un grand colloque à Lyon qui regroupait plus de 500 participants, a montré largement les forces vives et innovantes dans ce domaine. Donc la construction sociale de la différence des sexes et des normes qui organisent la différenciation des sexes deviendrait-elle une infraction au code de la bien-pensance, comme la théorie de l'évolution est, elle, toujours dans la ligne de mire des créationnistes. Quand le succès de la diabolisation du genre nous prouve le pouvoir des mots dans l'arène politique, il nous semble plus important que jamais d'approfondir notre programme de diffusion et de développement des études sur les femmes, le sexe et le genre, que le Conseil régional d'Île-de-France nous permet d'accomplir. Mais comment répondre à ces contestations anti-genre ? Nous souhaitons non seulement répondre point par point aux contre-vérités reprises en boucle, mais c'est aussi épuisant. Mais nous devons ou nous souhaiterions répondre aussi aux malaises et aux peurs qui permettent cette diffusion. Et ce dernier volet, le plus important, n'est pas le plus facile. Sans doute faut-il encore et encore expliquer la notion de genre, permettre son appropriation par un beaucoup plus grand nombre, par les pédagogues, sans lui faire perdre de sa complexité, sans la dissocier du politique, de la domination, sans effacer ses interactions avec les catégories hommes, femmes, masculin, féminin, sexe, sans édulcorer la façon dont elle permet de penser les sexualités dans le dispositif de construction sociale de la différence des sexes. Mais il faut aussi rassurer, expliquer que non, l'accès à la filiation ni la famille vont être détruites, qu'il s'agit plutôt d'un renouveau, d'apparition de nouvelles formes de compréhension, de mise en forme de celles-ci, et qu'il faut pouvoir répondre aussi sur ces thématiques, filiation, famille, femme, pour expliquer l'innovation à laquelle nous assistons et mettre en valeur la pluralité, mettre en valeur l'innovation de ce que à laquelle nous assistons. Donc l'IEC a déjà consacré des assises à la notion de genre. Et face aux nouvelles mobilisations, nous avons souhaité poursuivre cette action par la publication d'un ouvrage collectif, donc qui est vraiment le fruit de l'Institut Émile du Châtelet, et dont le titre reprend celui de nos assises. Qu'est-ce que le genre ? Donc ce livre vient juste de sortir, il sera en librairie le 15 octobre. Il réunit 13 chapitres, il aurait pu en réunir beaucoup plus, mais il y a aussi des injonctions de format et de place. Et peut-être aura-t-il une suite. Pour l'instant, ce sont 13 chapitres qui illustrent la valeur du concept de genre dans des domaines aussi différents que la grammaire, le sport, l'éducation, le cinéma, la psychanalyse, la sexualité, la science, le travail, la religion, la politique. Et c'est un livre, comme il a été rappelé, que nous aurons le plaisir de présenter avec les auteurs qui seront disponibles le 18 octobre après-midi. Mais aujourd'hui, nous avons choisi un autre angle. Donc il s'agit moins de revenir sur la notion elle-même de genre, donc auquel on a déjà consacré beaucoup de temps, ni même sur les résultats vraiment de nos recherches, mais plutôt de confronter différentes actions qui ont été mises en œuvre ou différents types de réflexions qui ont été mises en œuvre pour contrer la mobilisation anti-genre. Et il nous a semblé absolument nécessaire de mettre en commun nos expériences, nos réflexions, et que le format des assises s'y prêtait particulièrement.
Dans un deuxième temps, aujourd'hui, nous nous pencherons sur la question de la transmission et des actions de sensibilisation à la notion de genre et au contenu qu'il recouvre, car plus que jamais s'impose l'urgence d'un discours accessible et d'une meilleure connaissance. Le genre pour tous, c'était évidemment une plaisanterie, qui est l'intitulé de notre deuxième table ronde, est un enjeu d'éducation à tous les niveaux, et en particulier celui des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, qui sont en train de se mettre en place. Mais plus généralement, c'est un enjeu d'éducation populaire, le terme est passé de mode, mais son objet est toujours aussi important, et qui est un enjeu de diffusion à grande échelle. Donc, comme toujours, nous avons élaboré ces journées et ces tables rondes en réunissant des membres de l'IEC venant du monde associatif, du monde de la recherche et des invités extérieurs venant de ces mondes. Et nous avons aussi respecté cette diversité de paroles. Simplement, soulignons qu'on désigne par terrain la société civile, le milieu associatif ou des responsables politiques. Mais ce terrain est multiforme et les frontières entre recherche et terrain ne sont pas si étanches, encore moins sur les thématiques d'aujourd'hui, puisque nous allons entendre des chercheuses, des chercheurs qui se sont mobilisés bien directement sur le terrain pour répondre et pas uniquement dans leur recherche. D'où notre titre d'offensive pour l'égalité, qui a été aussi le fruit d'un débat, parce que fallait-il être dans la contre-offensive ou au contraire dans l'offensive. La contre-offensive, c'en est une néanmoins, c'était faire la part belle à trop d'offensives anti-genre, et nous avons considéré que nous poursuivions notre travail de dialogue, de mise en dialogue, et qu'il s'agissait bien de faire le point aussi sur des offensives et non pas rabattre tout sur l'actualité. Donc le titre de notre journée se veut aussi résolument optimiste avec cette idée de « Vive le genre » qui sera à multiples sens. Saluons aussi le travail de la graphiste Marie Plante qui a permis que notre réponse dans la guerre des images du bleu et du rose soit aussi une réponse visuelle. Et il y avait un colloque récent à Bruxelles, tout à fait formidable, consacré à la mobilisation anti-genre. On s'apercevait à quel point cette guerre des images était tout à fait fondamentale, avec détournement des images des années 68 au profit des mouvements les plus réactionnaires. Et c'est aussi une réflexion qu'il faut pouvoir mener que de répondre par l'image à ce type de militantisme. La deuxième journée, lundi prochain, le 13 octobre, sera consacrée à la question des politiques d'égalité, en lien toujours avec les récentes polémiques par rapport aux thèmes qui seront abordés, notamment l'avortement en Espagne, mais aussi les mariages de personnes de même sexe, avec le point de vue de spécialistes de l'Espagne, de la Suède, du Québec et un expert européen. Et puis, nous avons choisi de privilégier une des thématiques qui est apparue particulièrement centrale dans le débat, qui est celui de l'éducation sexuelle, ayant elle aussi été donc maltraitée par les rumeurs les plus improbables, alors même que la France est si frileuse dans ce domaine. Donc, nous comptons sur ce débat pour échanger nos expériences, mais aussi pour affiner nos modes d'expression et de transmission. Notre objectif majeur est toujours de permettre une meilleure mise en réseau et on pourrait dire une meilleure mise en résonance citoyenne de nos réflexions et les partager avec vous à l'occasion de ces journées. Donc rappelons aussi que cette journée et toutes les activités de l'Institut Émile du Châtelet sont possibles grâce à la préparation et à l'investissement des membres de l'Institut Émile Châtelet, que je remercie très vivement, mais aussi à l'activité absolument fondamentale de notre secrétaire générale Sylvie Blumenkrantz, de notre chargée de communication Sandrine Lely, et puis l'aide d'Anna Djankirian qui nous aide au plan administratif. Donc on les remercie ici très vivement, parce que franchement sans elles rien ne se ferait, donc il faut aussi le rappeler. Et puis, nous allons donc laisser place à la première table ronde qui va être animée par Hélène Marquier et moi-même. Donc, j'en profite pour présenter Hélène, qui est maîtresse de conférences en études de genre, qui est une spécialiste des arts du spectacle à l'Université de Paris 8 et qui vient de brillamment passer son HDR, qu'on félicite donc.